On entame le chapitre 4, l'évaluation des actifs de l'entreprise et les modes de financement. Dans ce chapitre, il faut lire les sections 4.1, 4.2, 4.3.1 et 4.3.2. Vous remarquez donc que ce chapitre n'est pas entièrement couvert par le cours. Vous n'avez à lire que les sections qui sont notées ici. Lire les diapos qui font la synthèse des points à retenir du chapitre 4 qui vont être sur Brightspace. Faire les exercices 1 à 10 et les problèmes 2 puis de 4 à 9. Dans ce chapitre, je vais commencer par présenter le bilan d'une entreprise d'une façon caricaturale. Vous avez l'actif et vous avez les capitaux propres et les dettes. C'est ça en gros les grandes sections du bilan d'une entreprise. Les capitaux propres sont constitués d'actions ordinaires, donc c'est du capital action. Les dettes sont constituées principalement de dettes bancaires et d'obligations. Alors, dans ce chapitre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons évaluer les actions ordinaires d'une entreprise, le capital action, et les obligations du côté de la dette. C'est ça l'objectif de ce chapitre dans ce cours. L'évaluation des actions et des obligations. Alors, pour les actions ordinaires sont des titres de propriété d'entreprise. Donc, si vous détenez des actions ordinaires, vous êtes considéré comme un actionnaire et un propriétaire partiel de l'entreprise. Ces actions permettent à leurs détenteurs d'obtenir le droit de participer à la gestion de l'entreprise. Bien entendu, on ne parle pas de gestion quotidienne, mais alors à travers quoi l'actionnaire gère l'entreprise ou participe à gérer l'entreprise, c'est à travers le droit de vote accordé par la détention d'un titre de propriété ou d'une action ordinaire. Si vous détenez des actions ordinaires d'une entreprise, vous avez droit aux bénéfices de la société proportionnellement à la part détenue. Si vous avez 10% du capital action, alors vous avez droit à 10% des bénéfices. C'est ça ce que ça veut dire proportionnellement à la part détenue. Alors, sous forme de quoi vous allez avoir cette part des bénéfices? C'est sous forme de dividendes qui sont généralement distribués 3 ou 4 fois par an. Et en cas de liquidation de l'entreprise, vous avez droit à l'actif net, à l'actif résiduel, autrement dit, après avoir remboursé les obligataires, donc les créanciers de l'entreprise, vous avez droit à l'actif net, à l'actif résiduel en cas de liquidation. Passons maintenant à l'évaluation d'une action ordinaire. Le prix d'une action est le fruit de l'offre et de la demande, de l'ampleur de l'offre et de l'ampleur de la demande. C'est comme ça que les prix d'un actif sont fixés sur le marché. Mais alors, l'offre et la demande, le niveau de l'offre et le niveau de la demande reflètent en fait les anticipations des investisseurs quant au flux monétaire à recevoir, mais aussi à leur perception du niveau de risque associé à la détention de l'action ou de l'actif d'une entreprise. Donc, si je résume, le prix d'une action, qui est en fait un actif, c'est le fruit du niveau de l'offre et de la demande associé à cette action-là ou à cet actif-là. Mais le niveau de l'offre et de la demande reflète quoi? Reflète les anticipations des investisseurs quant aux flux monétaires générés ou qui seront générés par cet actif-là, mais aussi le niveau de risque associé à la détention de cet actif ou de cette action.
Le prix aujourd'hui d'une action est égal à la valeur actuelle des flux à recevoir dans le futur. Et ces flux-là sont quoi exactement? Sont les dividendes, donc la part des bénéfices que le propriétaire de l'action va recevoir, plus le prix de revente de cette action en cas de revente, actualisé au taux d'actualisation R. Ok? Donc, si vous revendez votre action au temps t égale à 1, le prix aujourd'hui de l'action serait égal au dividende que vous allez recevoir au temps égal à 1, plus le prix de l'action au temps t égale 1, actualisé au taux d'actualisation R. Okay? Si l'échéance est infinie, le prix aujourd'hui, au temps t égale 0 aujourd'hui, serait égal aux dividendes qui seront reçus jusqu'à t égale l'infini, actualisés au taux d'actualisation R. Donc, si on définit maintenant le taux d'actualisation, R serait égal à quoi? Serait égal au taux sans risque, serait égal au taux sans risque. Le taux sans risque, c'est quoi? C'est le rendement d'un placement sans risque. Le rendement d'un placement sans risque. Généralement, ce taux sans risque est égal au rendement des obligations qui sont émises par les gouvernements. Donc, est égal au taux de rendement des obligations gouvernementales. Pourquoi on prend les obligations gouvernementales? Parce que généralement, les gouvernements ou l'État ne fait pas faillite. Donc, si vous achetez une obligation canadienne, le taux de rendement sur l'obligation canadienne, c'est un taux sans risque parce que la probabilité que le gouvernement du Canada fait faillite est quasiment nulle. Ok? Donc, le taux d'actualisation c'est égal au taux sans risque plus une prime de risque. C'est quoi la prime de risque? C'est le supplément de rendement exigé par un investisseur pour le compenser du risque qu'il a pris en investissant dans le projet. Ok? Donc, si on prend un taux d'actualisation qui est égal à, par exemple, 8%, disons que le taux d'actualisation est égal à 8%, le taux sans risque, supposons qu'il est égal à 3%, alors la prime de risque est égale à 5%. Donc, le supplément de rendement exigé par cet investisseur est égal à 5% en tenant compte du taux sans risque qui est égal à 3%. Donc, si on vous donne par exemple le taux d'actualisation et le taux sans risque, vous êtes alors capable d'aller chercher la prime de risque. Maintenant, pour l'évaluation de l'action, donc le prix aujourd'hui de l'action qui est toujours qu'on appelle P0, il y a différentes hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est que les dividendes sont constants dans le temps. Donc les dividendes que vous allez recevoir dans le futur seraient constants. Constants à perpétuité, à l'infini. Ok? Alors, dans ce cas, le prix aujourd'hui, c'est égal au dividende sur le taux d'actualisation R. Comme vous voyez cette formule-là, ça veut dire que les dividendes est fixe, est constant et à perpétuité. Fixe et à perpétuité. Vous remarquez que le prix de l'action au temps t égale à 0 égale à D1, donc t égale à 1. Donc vous ne prenez pas les dividendes de l'année 0, vous ne prenez pas les dividendes
de cette année, de l'année 0, ok, il faut prendre les dividendes de l'année de la période suivante. Donc D1. Généralement, il y a en fait dans les exercices plusieurs étudiants qui font cette erreur dans les exercices. Ils prennent le dividende de l'année où le prix est fixé. Ici, on parle de l'année 0. Donc, il faut toujours prendre les dividendes de l'année suivante. T égale 1. D égale 1. Ok. Donc, P0, le prix de l'action aujourd'hui, c'est égal au dividende de l'année qui suit sur R. Mais le dividende de l'année qui suit est égal toujours au dividende de T plus 1, donc T égale 2, T égale 3, T égale 4, jusqu'à T égale l'infini, parce que les dividendes ici sont constants. Ok. Maintenant, si l'entreprise distribue tous ses bénéfices nets en dividendes et ne procède pas à un financement externe, elle ne réalise aucune croissance. Donc, le prix de ces actions peut s'établir ainsi. Donc, si le dividende, si l'entreprise en fait distribue tous ses bénéfices, donc le bénéfice par action est égal au dividende. Donc le prix de l'action est égal au bénéfice par action sur le taux d'actualisation. Ça, c'est dans le cas où l'entreprise distribue tous ses bénéfices. Alors, le dividende est égal au bénéfice et donc le prix est égal au bénéfice sur le taux d'actualisation. Ok. Ici, on parle de prix de l'action. Donc, bénéfice par action sur le taux d'actualisation. Ici aussi, c'est le prix, ici aussi, c'est le prix de l'action. Ok. Donc, ici, c'est dividende par action sur le taux d'actualisation. Donc, c'est pas le dividende, c'est pas le montant de dividende annuel et global distribué par l'entreprise. On parle de dividende par action et c'est pas le montant de tous les dividendes distribués pour toutes les actions. Non, c'est dividende par action. Pourquoi? Parce qu'ici on parle du prix de l'action. Ok, ce sont des petites subtilités qu'il faut faire attention, auxquelles il faut faire attention dans les exercices. Ok. Donc l'hypothèse 2, les dividendes sont croissants. Donc on était dans l'hypothèse où les dividendes sont constants. Maintenant, les dividendes sont croissants à taux constant G. Donc les dividendes augmentent d'une année à une autre à un taux de croissance G, qui est constant d'une année à une autre. Ok. Donc les dividendes sont croissants. Par contre, le taux de croissance des dividendes est constant. Ok. Donc le modèle de Gordon qui nous donne le prix de l'action aujourd'hui, c'est égal au dividende de la période qui suit sur R, le taux d'actualisation, moins G, le taux de croissance. Le taux de croissance de quoi? Le taux de croissance des dividendes, qui est ici constant. Ok. Donc P0 égale dividende sur R moins G. Il faut bien se rappeler de cette formule parce que vous allez devoir l'utiliser dans ce cours-là, mais aussi dans plusieurs cours de finance. Encore là, il faut faire attention. On parle de dividende de l'année qui suit. T égale à 1. Donc P0, mais on parle de D1, le dividende de l'année qui suit. Alors ici, j'aimerais faire en fait quelques remarques sur les cas particuliers où ce modèle-là ne va pas fonctionner. En fait, si le taux de croissance des dividendes G est égal au taux d'actualisation, si R égale G, alors P0 est égal à quoi? C'est égal à l'infini. Ok. Puisque le dénominateur est égal à 0, alors le prix de l'action serait égal à l'infini. Ce qui n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ok. Donc, c'est pas un cas particulier qui serait
applicable avec le modèle de Gordon. Okay? Maintenant, si le taux de croissance G est supérieur au taux d'actualisation R, si G est supérieur à R, alors R moins G serait négatif. Alors R moins G serait négatif et le prix serait négatif. Ok? C'est comme le prix d'une action ou le prix d'un actif ou le prix d'une entreprise. La valeur devient négative. Alors aussi dans ce cas, c'est pas vrai. C'est un cas qui ne peut pas être vrai. Ok? Donc, en fait, le taux d'actualisation devrait toujours être supérieur au taux de croissance. C'est ça la conclusion. Maintenant, l'autre cas, si G est inférieur à 0. Donc, si G est négatif, si le taux de croissance est négatif, alors là, R moins G va augmenter, alors le prix va baisser. Ok, parce que R moins G va être positif, donc c'est comme ce ratio va augmenter parce que vous allez avoir R moins G. Donc, supposons que le G est égal à moins 2%, donc moins 2%, ça vous donne R plus 2%. Donc, ça va augmenter la quantité. En fait, ça va augmenter la quantité R moins G. Et quand vous augmentez R moins G, le P va diminuer. Le dénominateur augmente, alors le P va diminuer. C'est comme ici, la valeur de l'actif ou de l'action, si on parle d'une entreprise, la valeur de l'entreprise va être contractée. Donc la valeur va être contractée. C'est comme il y a une décroissance. C'est comme il y a une décroissance de l'actif. La valeur de l'entreprise va baisser. Le troisième cas et le dernier, les dividendes sont croissants, mais le G n'est pas constant, donc c'est à différents taux. Ça, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Donc le cas particulier du modèle de Gordon où différents taux de croissance s'appliquent à différentes périodes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on actualise les flux monétaires futurs par période en tenant compte du taux de croissance de ces flux monétaires à chacune de ces périodes. Donc, je répète, on actualise les flux monétaires futurs par période, et ce, en tenant compte du taux de croissance de ces flux monétaires à chacune de ces périodes. Okay? Donc, ça, ce sont les trois cas. Donc, on va prendre l'exemple 1. Donc, une action privilégiée permet d'obtenir 2 $ de dividendes par année. À quel prix êtes-vous prêt à l'acheter si vous exigez un rendement de 7% par an compte tenu de son niveau de risque? Alors, vous avez le taux d'actualisation est de 7%. C'est le taux de rendement, et vous avez le dividende de 2 $. Ok, donc un 2 $ constant, 2 $ dividende par année constant. Donc le prix aujourd'hui serait égal à 2 sur 7%. Ça nous donne une valeur de 28,57 $. C'est le prix de l'action aujourd'hui. L'exemple 2, supposons que le 31 décembre 2012, l'entreprise Néant a payé un dividende de 11 $. Donc, vous avez un dividende de 11 $ par action. Le rendement exigé par ses actionnaires est de 25%.
Donc vous comprenez que c'est le taux d'actualisation qui est égal à 25%. Donc le rendement exigé par les actionnaires est de 25%. On dispose des renseignements suivants sur les dividendes passés. Donc vous avez ici les dividendes de 2008 à 2012 en dollars. À cette date, donc le 31 décembre 2012, quel devrait être le prix de l'action de cette entreprise? Alors pour répondre à cette question, on doit commencer à chercher, à estimer le taux de croissance des dividendes. Donc nous avons les dividendes de 2008 qui sont de 9,05 $. Et en 2012, ils sont de 11 $. Alors, on peut estimer le taux de croissance moyen des dividendes entre 2008 et 2012. Comment faire? Alors, il faut utiliser cette façon de faire ici. Donc, 9,05 fois 1 plus g à la puissance 4. 4, c'est parce qu'on a 4 années de croissance. Donc, première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Donc, 9,05 fois 1 plus g à la puissance 4 est égal à 11 $. Donc, 1 plus g à la puissance 4 est égal à 11 sur 9,05. Donc, le g, c'est égal à 11 sur 9,05 à la puissance 1 quart. Donc, c'est comme la racine quatrième de 11 sur 9,05, moins 1 est égal à 5%. Donc, on a un taux de croissance G de 5%. Une fois on a déterminé le taux de croissance G, alors on peut déterminer le prix, parce qu'on a déjà le dividende, et on a le taux d'actualisation, et on vient de déterminer le taux de croissance G. Donc, c'est égal à 11 fois 1,005. Pourquoi fois 1,005? Parce que le prix aujourd'hui est égal au dividende de l'année suivante. Donc, on sait que en 2012, le prix est égal à 11 $. L'année suivante, le dividende serait égal à 11 $ fois 1 plus 5%. 5%, c'est le taux de croissance de dividende. OK? Donc, 11 fois 1 plus 5%, c'est le dividende. En fait, c'est le dividende au t égale 1. Dividende en 2013. Je n'arrive pas à écrire ici. Bon. En fait, vous comprenez que c'est le dividende de l'année 2013. Sur le taux d'actualisation moins le taux de croissance des dividendes, donc 0,25 moins 0,05, 25% moins 5%, ça nous donne le prix aujourd'hui en 2012 de l'action serait égal à 57,75 $. Prenons l'exemple 3. Supposons que l'entreprise EVA annonce un dividende de 3 $ par action qui sera versé dans un an. Donc 3 $ qui seront versés dans un an. On est ici. Okay. On s'attend à ce que ce dividende augmente de 6% par an durant les 2 ans suivants. Donc, durant les 2 ans suivants, donc ça nous donne 3 $ fois 1 plus 6%. Ça, c'est des 2 et des 3. C'est 3 fois 1,06, donc 1 plus 6%, fois 1 plus 6%. Donc, vous prenez ce montant-là et vous le multipliez par 1,06, donc une augmentation de 6%. Ça nous donne le dividende à l'année 3. Et puis, le taux de croissance serait égal à 2% à perpétuité. Donc, vous prenez le montant des dividendes
à l'année 3 et vous le multipliez par 2%. Ça nous donne le dividende à l'année 4. Puis l'année 5, vous prenez ce terme-là et vous le multipliez par 1,02 jusqu'à l'infini. Donc 3 dollars fois 1,06 au carré fois 1,02 à l'infini. OK? Donc le rendement exigé sur ce type d'action est de 15%. Donc le 15%, c'est le taux d'actualisation. Quel est le prix de cette action aujourd'hui? Alors, au début de l'année 3, donc on est ici, on peut obtenir le prix de l'action en appliquant le modèle de l'équation 4.3. Donc, P3, c'est égal à D4, donc le dividende de l'année suivante sur R-G. Donc, le D4, vous l'avez ici, 3 fois 1,06 au carré fois 1,02 sur 15% moins 2%, le taux de croissance, ça nous donne un prix de 26,46. 26,46. OK? Par conséquent, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher le prix aujourd'hui P0 en actualisant le D1, le D2, le D3 et le prix au temps t égale 3. OK? Donc, ce que nous avons fait ici, au début, c'est que nous avons actualisé tous les flux monétaires qui sont de ce côté. Nous les avons actualisés pour obtenir le P3 ici. Maintenant, il faut les actualiser maintenant, il faut les ramener à t égale 0. OK? Donc, ramener le P3 à t égale 0 et ramener D1, D2, D3 à t égale 0. Donc, ce qui nous donne un P0 qui est égal à 3 dollars actualisé, puis 3 dollars fois 1,06 actualisé, puis 3 dollars fois 1,06 au carré actualisé, puis le P3 qui est 26,46 actualisé à t égale 3. Ici aussi t égale 3, donc parce qu'on a le P3 et le D3. OK? Donc le prix de l'action aujourd'hui serait égal à 24,63 dollars. Alors, le modèle d'évaluation des actions permet d'obtenir ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'action. En fait, le modèle de Gordon d'actualisation des dividendes, ce qui nous permet d'avoir, c'est la valeur intrinsèque de l'action, appelée aussi la valeur théorique de l'action. Par opposition à quoi? Par opposition à la valeur marchande des actions. C'est quoi la valeur marchande? En fait, c'est le prix auquel les actions sont négociées sur le marché. Okay? Donc, il faut distinguer la valeur théorique ou la valeur intrinsèque, qui est la valeur calculée en utilisant le modèle de Gordon, et la valeur marchande qui est le prix auquel se négocie l'action sur le marché. Ce prix-là, je répète, c'est le fruit de l'offre et de la demande, du croisement de l'offre et de la demande sur les marchés, et qui reflète en fait les anticipations des investisseurs quant à l'évolution future de la situation financière de l'entreprise. Et ces prix-là, en fait, et ces anticipations-là se basent sur la quantité et la qualité de l'information dont les actionnaires disposent sur l'entreprise et sur ses actions. Donc, on vient de terminer l'évaluation des actions et on a étudié le modèle de Gordon via l'actualisation des dividendes. Maintenant, on va dire quelques mots sur un cas particulier du capital action qui est les actions privilégiées. Alors, c'est quoi les caractéristiques des actions privilégiées? C'est qu'elles donnent droit à un montant fixe de dividendes. Un montant fixe de dividendes et à la propriété sur les actions ordinaires en cas de faillite de l'entreprise ou de liquidation.
et A, c'est sans accent ici. On s'excuse. OK. Donc, les actions ordinaires donnent droit à un montant fixe de dividende. Quelle que soit la performance de l'entreprise, le détenteur de l'action privilégiée va avoir droit à ce dividende par opposition aux actionnaires ordinaires. Okay? Et les actions privilégiées aussi ont la priorité en cas de faillite de l'entreprise et de liquidation pour recevoir l'actif liquidé ou l'actif résiduel là, suite à la faillite de l'entreprise. Les actions ordinaires sont mieux rémunérées que les actions privilégiées. Excusez. Les actions privilégiées sont mieux rémunérées que les actions ordinaires. Elles peuvent être converties, autrement dit échangées contre les actions ordinaires de l'entreprise. Par exemple, une action privilégiée peut valoir 2 actions ordinaires. OK? Donc 1 pour 2. C'est comme ça que c'est dans ce sens-là qu'on dit que les actions privilégiées peuvent être convertibles. Les actions privilégiées peuvent être rachetables, c'est-à-dire qu'elles possèdent une option de rachat qui peut être exercée par l'émetteur. Autrement dit, l'entreprise qui émet des actions privilégiées peut les racheter si elle le veut. Et donc, l'émetteur peut exercer cette option de rachat. Donc, ce sont 4 caractéristiques brèves des actions privilégiées pour faire la différence avec les actions ordinaires qui sont les plus utilisées et les plus courantes dans le milieu des affaires. Merci.